je suis tombé sur un rapport des Nations Unies, un autre de rapport de Yale, où il était question du début d'un génocide. Il faisait les étapes d'un génocide. Il y avait 7 étapes et ils avaient tout très analysé. Ils disaient voilà, là, au Myanmar, en Birmanie, c'est arrivé au stade 5 sur 7, je crois, quelque chose comme ça, qui est le stade du nettoyage ethnique. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce nouveau siècle, ça recommence de nouveau, les massacres des siècles passés. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des bouddhistes qui étaient impliqués dans cette histoire. Comme je cherchais toujours à faire un troisième volet des 2 films auparavant que j'avais fait, Amin Dada et le film sur Vergès, sur la terreur, sur le terrorisme. Et je me suis dit, là, c'est peut-être l'occasion de faire un 3e volet, parce que j'ai toujours été, depuis que j'ai tourné Amin Dada, j'étais à la recherche de films dans lesquels on montrait des personnages qui pouvaient être associés, qui pouvaient être vus comme maléfiques. Donc je voulais faire le portrait sans porter de jugement, en les laissant s'enfermer eux-mêmes dans leur logique et dans leur vérité, et qu'ainsi la vérité sorte sur eux-mêmes. Pour essayer de comprendre W, il faudrait vraiment percer beaucoup de mystères et beaucoup de barrières, et je le comprends tout simplement comme une manifestation d'un phénomène qui se présente un peu partout. Le nationalisme, on en voit partout. Le populisme, on en voit partout, de plus en plus. Et donc c'est un peu... il faut en quelque sorte faire une espèce d'analyse structurale de ce genre de phénomène de racisme et voir à quel point ces structures se reproduisent. Et c'est toujours important de savoir qu'il y a des structures comme ça qui peuvent arriver dans n'importe quel pays à n'importe quel moment. Je ne conçois pas de documentaire sans qu'il soit dramatiquement construit autour d'un personnage et des complexités et des ambiguïtés d'un personnage. Il n'a jamais changé. Il commence tous les interviews en disant « N'oubliez pas que vous pouvez me poser toutes les questions que vous voudrez, je répondrai à toutes les questions. » Alors ça, c'est quand même très surprenant. Et donc, il ne s'agit pas du tout d'attendre qu'il soit plus relax et qu'il soit plus confiant, etc. Non, il a un mode de fonctionnement qui est déjà très bien réglé. Il a une concentration extrême qui est due à tant d'heures de méditation, parce qu'il est malgré tout bouddhiste. Il a quand même suivi tout l'entraînement d'un moine, et il était en prison pour incitation à l'émeute, mais il a quand même donc toute une discipline personnelle qui est très, très extrême. Là, j'ai été obligé justement de faire parler 2 autres moines parce que je ne pouvais pas laisser croire que le bouddhisme c'était ça. October 2012, another much more coordinated wave of violence struck. This time it was violence in 14 of 17 townships in Rakhine State. Dans le film, j'ai fait une carte pour montrer tous les endroits où il y a eu des émeutes successives, succédant Metila. Et donc on voit que
pour arriver à une telle chaîne d'émeutes, il doit y avoir un esprit organisateur quelque part. Alors, il y a des gens qui ont pensé que c'était peut-être l'armée, ou que c'était peut-être l'armée qui avait fait entendre qu'ils n'interviendraient pas si quelque chose se passait, ce qui est le cas dans presque tout le film. Chaque fois qu'on voit des événements, on voit des bataillons d'armée et de police qui sont là, mais qui n'interviennent pas. Et en étudiant, je me suis rendu compte que pour les pogroms, c'est quelque chose qui s'est passé toujours. C'est une des constantes des pogroms. C'est-à-dire qu'en Russie, à Odessa, quand il y a eu des pogroms, il y avait les forces de police qui étaient là. Alors chaque fois, il y en a eu d'autres en Inde. Là aussi, il y avait les forces de police. Il y avait d'autres gens qui s'occupaient beaucoup de ce qu'on faisait. Et ça, on ne savait pas, c'était la police militaire, parce qu'il y a toujours quelqu'un de la police militaire dans le monastère même, qui est clandestin lui aussi, qui surveille un peu. Et les rapports parvenaient, ils sont encore venus. Donc la police militaire a commencé à dire « mais qu'est-ce qu'ils font exactement ?» Et ils ont commencé à nous suivre sans qu'on s'en rende compte. Et il est arrivé un point où quelqu'un m'a envoyé un texto en me disant « Attention, police militaire est parfaitement au courant de ce que vous êtes en train de faire et ils ont un dossier que j'ai vu, un dossier sur vous, qui est rempli de photos de vous en train de tourner dans différents coins du pays ou de la ville. » C'est quand même un pays qui sort d'une des pires dictatures de l'histoire et les forces de police et de police militaire ont gardé leurs techniques et leurs habitudes. Donc, ça rigole pas, quoi. One of the central claims of extremist monks in Myanmar has been that the Muslim population is expanding exponentially and growing in all corners of the country. And of course, the data didn't support that notion at all. J'ai pas pu m'empêcher de montrer l'Allemagne, la Belgique, et chaque fois il y a un écart assez grand de, disons, 5 à 15, ça fait 10 points, etc. Et puis, quand on arrive à France, on voit pourcentage réel, 7,5 je crois, et puis après, il y a le pourcentage perçu, c'est-à-dire un autre chiffre, qui va tellement loin qu'il est obligé de bousculer le cadre. Le cadre est obligé de se pousser et on arrive à 32 ou 33. Et là, on a un écart vertigineux. On a une perception qui est différente de la réalité. Et c'est dans ce trou-là que s'engage tout. S'engagent tous les fantasmes, toutes les illusions, toutes les terreurs, toutes les peurs, etc. Alors, c'est une chose intéressante que d'examiner ça et de voir quelqu'un commencer à monter devant vous des théories absolument délirantes auxquelles il croit quand même. Viratu découvre un livre important pour lui. La peur de la disparition de la race. Les autorités militaires ont toujours interdit ce livre, sauf quand cela pouvait servir leurs intérêts. C'est un genre d'ouvrage anonyme. Il y en a eu comme ça en Russie. Il y a eu la police secrète russe qui, en 1905, a fait le protocole des sages de Sion, qui était un faux, mais qui a circulé, qui était obligatoire dans les écoles du Reich, qui est un livre raciste très bien fait et très efficace, puisqu'il continue encore à exister. Amin Dada lui-même m'a dit « j'ai une copie chez moi, je vais vous montrer, c'est absolument authentique, c'est vrai, etc. » Et en France, on a eu un très bon truc. C'était le plus grand best-seller de l'époque, des années 1870 par là. On a eu La France juive de Drummond. Il y a eu plus d'exemples, c'est presque comme la Bible. Il n'y avait pas une bibliothèque française bourgeoise où il n'y avait pas ce livre, qui est un livre absolument raciste qui aurait pu être fait par le Troisième Reich. Donc il y a toujours eu ce genre de livres qui entretiennent des haines secrètes.
et qui donne des justifications à des haines secrètes. Et ça, c'est quelque chose d'assez fascinant et d'assez effrayant, de voir à quel point la haine a besoin de s'étayer sur des bases solides et en même temps de se cacher complètement. Donc c'est un double aspect. မေရှိုလက်လို့ပြောင်းသွားရင်ဒီမွတ်စလင်ကဘာဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့တော့အိမ်ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့အဲဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုလိုချင်လို့လဲကိုယ့်အိမ်ကိုမိနဲ့ရှု This second wave of violence struck. It resulted in now more than 140,000 people confined into more than 40 internment camps. Il y a une partie très importante d'échecs qui est en train de se jouer entre les forces bouddhistes extrémistes et traditionnalistes, l'armée et Aung San Suu Kyi qui essaye d'établir une voie moyenne bouddhiste où elle veut faire la paix entre tout le monde. Elle est complètement prisonnière des militaires, c'est-à-dire les militaires contrôlent 25% de la Chambre des députés et ils contrôlent l'armée et la police. Donc autant dire que si elle exagère, si elle dénonce trop le traitement des Rohingyas, ils feront un coup d'État et elle ne sera plus là du tout. Donc elle trouve justification à rester là pour essayer de limiter les dégâts. Mais elle ne désapprouve pas les actions des militaires, même quand elles sont prouvées par l'ONU, par des journalistes ultra sérieux, elle est dans le déni absolu. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer. Ça peut partir de tous les côtés, ça peut exploser de différentes manières, mais le sort de Viratu lui-même est maintenant un petit peu dépendant de la réception du film. Et on peut voir que déjà, le jour du passage à Cannes, il y a eu un vote des moines de la Révolution Safran qui demandait à tous les bouddhistes sérieux de faire des collectes de signatures, des signatures qui demanderaient à l'organisation suprême d'analyser si vraiment ce que dit et ce que fait Viratu est conforme à la parole du Bouddha ou non. L'autorité suprême n'a pas attendu le résultat de ces collectes pour 4 jours plus tard stopper complètement Mabata, qui était l'organisation qui apparaît dans le film, dans lequel j'ai fait des interviews avec les dirigeants, et qui était vraiment une organisation dirigée en sous-main par Viratu. Bien sûr, Viratu, hier, a annoncé qu'il faisait une autre organisation, et donc voilà, c'est sans fin. Mais il y a quand même eu, pour la première fois, une chose que le gouvernement n'osait pas faire auparavant. Il n'osait pas les attaquer de front, et j'essaye de m'imaginer que peut-être le film y est pour quelque chose. Voilà. La salle de cinéma, c'est un lieu merveilleux. Lors de ma rétrospective intégrale à Beaubourg, on a projeté les vidéos que j'ai faites sur Bukowski, qui sont des petits segments de 3-4 minutes chacun, et que j'ai mis comme ça, bout à bout. Pour moi, c'est fait pour être grappillé comme on feuillette des pages de livres, mais c'était formidable de voir que dans une salle de cinéma pleine, il y ait des gens qui voient tout ça ensemble, dans le noir, et qu'ils réagissent. Et on les entend rire et réagir, et tout d'un coup, cette chose-là, qui était vraiment faite pour être vue sur une machine vidéo chez soi, ça devenait un film avec un public.